Pendant 15 ans, mes parents m'ont contrainte à endosser le rôle de leur fils disparu, jusqu'au jour où j'ai pris la fuite sans jamais regarder en arrière. 1 an plus tard, ma mère est revenue, me suppliant de rentrer à la maison, elle qui m'avait pourtant rejetée. Ils avaient décidé à ma place de qui j'étais censée être. Mais aujourd'hui, je veux retrouver celle que j'ai toujours été. Tout a commencé quand j'avais 5 ans et que j'ai réalisé qu'on m'appelait Andrew au lieu d'Amelia. On m'habillait avec des polos et des vêtements de garçon, et comme je n'avais pas de frère ni de sœur, j'ai cru que c'était normal. Au fond, je jouais le jeu. Je les laissais me couper les cheveux à ras, je reprenais ceux qui utilisaient le pronom « elle » pour parler de moi. Ma chambre avait droit à des posters de la NBA et à des figurines de super-héros, comme si c'était une évidence. C'est à ce moment-là que j'ai compris que pour mériter l'amour de mes parents, il fallait faire taire mes propres envies. Alors, quand j'avais envie de jouer à la Barbie ou d'organiser des soirées pyjama avec mes copines, j'étouffais ces désirs. Je me répétais qu'un jour, tout ça finirait par s'effacer et que je deviendrais enfin le fils idéal dont ils rêvaient. Même à l'école, j'allais dans les toilettes des garçons et j'ai même essayé de me servir de l'urinoir, ce qui a évidemment suscité quelques interrogations, mais je remettais tout le monde à sa place du haut de mes 7 ans. À la longue, même les professeurs ont fini par croire que j'étais un garçon et j'ai pu rejoindre l'équipe de foot. Je me punissais en silence dès qu'un éclat de rire trop féminin m'échappait, parce que plus j'étais masculine, plus mes parents semblaient fiers de moi. Je me souviens de cette période où tout le monde me disait que j'étais le fils modèle, et mes parents me traitaient comme un roi. Petit déjeuner au lit, citronnade maison, et même un jouet choisi dans le catalogue, c'était le summum du bonheur. Mais tout a basculé à mes 15 ans, le jour où j'ai eu mes premières règles. J'ai cru que j'allais mourir sur le coup, parce que personne ne m'avait jamais parlé de la puberté chez les filles. Paniquée, j'ai couru voir ma mère en pensant qu'elle allait appeler une ambulance. Mais elle est devenue livide, et quand j'ai voulu la prendre dans mes bras, elle a crié « Laisse-moi tranquille !» avant de s'effondrer complètement. Mon père a alors débarqué. « Chérie, qu'est-ce qu'il se passe ?» Et ma mère de répondre « Andrew vient d'avoir ses règles. » Là, mon père m'a saisi par le poignet, m'a entraîné dans une autre pièce et a fermé la porte à clé. « Amelia, il faut que je te parle. » C'était la première fois qu'il prononçait mon vrai prénom, alors j'ai compris tout de suite que c'était grave. Il m'a expliqué que ce n'était un secret pour personne que je n'étais pas un garçon. J'ai hoché la tête, soulagée d'entendre enfin cette vérité que j'attendais depuis si longtemps. J'ai alors appris qu'avant moi, j'avais eu un frère, très attendu par mes parents, mais que tout s'est effondré à la naissance à cause d'une fausse couche. Mon père avait suggéré à ma mère de prendre le temps de faire son deuil, mais elle s'est entêtée à retomber enceinte au plus vite. Quand ils ont appris que j'étais une fille, toute la douleur refoulée de ma mère est revenue à la surface. Pour s'en sortir, ils ont tout simplement décidé de me faire vivre sous l'identité d'Andrew. Ce jour-là, mon père s'est mis à pleurer à chaudes larmes, un sanglot profond que je n'oublierai jamais. Je suis restée sous le choc, prenant la mesure de toute cette histoire. Je vivais dans l'ombre d'un frère que je n'avais jamais connu. Mais j'étais aussi soulagée que ce mensonge prenne fin et que je puisse enfin espérer être aimée pour qui j'étais, jusqu'à ce que mon père vienne tout gâcher. « Fiston, j'aurais besoin que tu restes Andrew encore un peu, au moins jusqu'à ce que tu partes de la maison. C'est un service pour ta mère. » « Un service ?» ai-je explosé. À toute ma vie, j'ai appris à me détester à cause de vous. Les yeux de mon père se sont emplis de tristesse. Il voulait juste apaiser tout le monde, mais j'en avais assez. J'ai quitté la pièce, furieuse, pour tomber nez à nez avec ma mère. « Andrew, ça va? Tu te sens comment? »« Je n'en peux plus, maman. C'est injuste. Je suis désolée pour ce que vous avez vécu, mais je ne veux plus souffrir. » Elle m'a regardée comme si je venais de la gifler. Je suis sortie de la maison, j'ai filé faire un peu de shopping avec l'argent gagné en gardant des enfants, et pour la première fois, j'ai choisi exactement ce qui me plaisait. Des robes, des jupes, des talons, et je me sentais enfin moi-même, belle et libre. Malheureusement, ma mère l'a très mal pris. Quand je suis rentrée, elle m'a surprise, a saisi des ciseaux de cuisine et a commencé à découper mes robes en hurlant « Ce n'est pas toi, je ne le permettrai pas ». Cette fois, je n'étais ni triste ni en colère, seulement morte de peur. Mon père est intervenu en entendant le vacarme, et pendant qu'il essayait de la calmer, j'ai pris mon téléphone pour appeler le 17, complètement paniquée. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à composer le numéro. La police est arrivée au bout d'un quart d'heure. 2 agents, un homme et une femme, nous ont séparés pour recueillir nos versions des faits. L'agente m'a emmenée dans le salon pendant que son collègue interrogeait mes parents dans la cuisine. Je lui ai tout raconté, depuis le début. Mon enfance dans la peau d'Andrew, la révélation et la scène de ma mère détruisant mes affaires. Elle m'a écouté attentivement, prenant des notes, et son regard bienveillant m'a donné un brin d'espoir, comme si, enfin, quelqu'un me comprenait. Je me suis dit que c'était peut-être ma chance, que quelqu'un allait enfin m'aider. Mais j'ai alors entendu la voix calme et posée de ma mère dans la cuisine, qui expliquait à l'agent que je traversais une crise d'adolescence et que j'avais des accès de colère. Je n'en revenais pas. Elle était en train de réécrire l'histoire sous leurs yeux. Quand les policiers nous ont réunis, elle avait déjà les larmes aux yeux. Elle leur avait expliqué que j'étais instable ces derniers temps, prétendant qu'elle ne voulait que me protéger de moi-même. Selon elle, découper mes vêtements serait un moyen d'éviter que je ne fasse une bêtise. Mon père approuvait, la tête basse, cautionnant ses paroles. C'était comme s'ils étaient toujours prêts à montrer au monde une façade impeccable, soudée contre moi. Le policier m'a adressé un regard compatissant. « Votre famille a l'air de traverser une passe difficile », a-t-il dit. « Je vous conseille d'en parler à un thérapeute familial. L'adolescence, ça peut être vraiment déstabilisant. » J'ai senti mon courage s'effondrer.
Ils les croyaient, tous autant qu'ils étaient. Ma mère était bien plus manipulatrice que je ne l'aurais pensé. Après avoir suggéré quelques adresses de thérapeutes, les policiers sont repartis, me laissant une fois de plus seule face à mes parents. Les jours suivants se sont révélés extrêmement tendus. Ma mère faisait mine de rien, continuant obstinément à m'appeler Andrew, tandis que mon père me jetait des regards attristés sans jamais prononcer un mot. J'avais l'impression d'être piégée, comme si je venais de rater ma seule tentative d'évasion. J'ai alors commencé à chercher des informations sur Internet au sujet de l'identité de genre et de la maltraitance parentale. Je suis tombée sur des forums où d'autres racontèrent des histoires qui ressemblaient drôlement à la mienne. On y conseillait de tout noter, alors j'ai ouvert un journal, bien planqué sous mon matelas, où je consignais chaque conversation, chaque incident, chaque mensonge. J'ai aussi recommencé à économiser de l'argent, en acceptant davantage de babysitting et en cachant mes billets un peu partout dans ma chambre. Je n'avais pas encore de plan précis, mais je savais qu'il me fallait des solutions. Une semaine après l'histoire avec la police, ma mère a annoncé qu'elle avait pris rendez-vous chez un thérapeute. L'espoir a duré à peine quelques secondes, jusqu'à ce qu'elle précise « Le Dr Peterson est un vieil ami. Il saura t'aider à surmonter ces idées qui te perturbent. » Génial. Encore un allié de leur camp. Je me sentais à court de solutions, de plus en plus désespérée. J'aurais eu besoin de soutien, mais je ne savais plus à qui faire confiance. Mes parents avaient réussi à bâtir une sorte de bulle où tout le monde adhérait à leur version de la réalité. Comment m'en sortir? La première séance chez le Dr Peterson s'est passée exactement comme je l'avais deviné. Ma mère ne m'a pas quittée d'une semelle, gardant la main posée sur mon genou à chaque fois que j'essayais d'ouvrir la bouche. Le thérapeute, lui, n'arrêtait pas de m'appeler Andrew et parlait de passage à vide ou de troubles passagers de l'identité. Je me contentais d'acquiescer, bien consciente que ce n'était qu'une mascarade, une façon de sauver les apparences. En sortant, ma mère était rayonnante. Tu vois bien, le Dr Peterson va t'aider à remettre de l'ordre dans tout ça. Je n'ai rien répondu. Je comprenais que le silence pouvait parfois être la meilleure protection. Le soir venu, j'ai ajouté le compte-rendu de la séance à mon journal, en y détaillant les questions biaisées du Dr Peterson et la manière dont ma mère avait orienté la discussion. Mon journal commençait à bien s'étoffer et je le déplaçais régulièrement, de peur que ma mère ne mette la main dessus lors de ces nettoyages, qui n'étaient en réalité que des fouilles en règle. Le lendemain, au lycée, j'ai décidé d'aller voir la conseillère d'orientation, Madame Rivera. Elle m'avait toujours paru bienveillante et à l'écoute. J'ai attendu la pause déjeuner pour frapper à la porte de son bureau. « Entrez », a-t-elle lancé avec un sourire. « Andrew, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Après avoir pris une grande inspiration, je lui ai dit qu'il fallait qu'on parle sérieusement. Je lui ai expliqué que j'étais née fille, que mes parents m'avaient élevée comme un garçon et qu'aujourd'hui, je voulais qu'on me voie enfin telle que je suis, Amelia. Je ne lui ai pas tout raconté, mais suffisamment pour qu'elle comprenne. Son visage a exprimé d'abord la surprise, puis l'inquiétude. Elle m'a posé quelques questions et m'a dit qu'elle allait devoir prévenir mes parents, voire contacter la protection de l'enfance. J'ai ressenti un pincement au cœur. Je l'ai supplié de ne pas appeler mes parents tout de suite, expliquant ce qui s'était passé avec la police. Elle a finalement accepté d'attendre une journée, le temps d'en parler à la direction. Quand je suis sortie de son bureau, j'étais partagée entre l'espoir et l'angoisse. Est-ce qu'on allait enfin m'écouter ou est-ce que tout allait recommencer? J'ai eu la réponse dès le lendemain matin, quand ma mère a débarqué dans ma chambre avant le départ au lycée. « Qu'est-ce que tu es allée raconter à la conseillère ?» m'a-t-elle lancée, furieuse. Madame Rivera avait passé le coup de fil malgré sa promesse. Ma mère avait déjà rencontré le proviseur, répétant que je faisais des histoires pour attirer l'attention et citant le Dr Peterson comme preuve que j'étais prise en charge. « Tu ne retournes pas au lycée ?» a-t-elle décrété. « J'ai déjà annoncé que tu étais malade. On va réfléchir à une autre solution. » En un clin d'œil, je venais de perdre mon seul appui et mon unique échappatoire. Elle m'a aussi confisqué mon téléphone, soi-disant pour que je me concentre sur ma guérison. J'étais totalement coupée du monde. Pendant la semaine suivante, j'ai été quasiment assignée à résidence. Ma mère télétravaillait pour mieux me surveiller. Mon père partait au bureau mais appelait plusieurs fois dans la journée pour s'assurer que tout allait bien. Je n'avais jamais plus de quelques minutes seule. Ma mère en a profité pour fouiller ma chambre de fond en comble, trouvant la plupart de mes cachettes d'argent et s'en emparant. Par chance, elle n'est pas tombée sur la liasse de billets scotchés sous mon tiroir, ni sur mon journal que j'avais planqué dans une vieille peluche décousue. Elle a aussi fait un tri dans mon armoire, retirant tout ce qu'elle jugeait trop neutre ou trop féminin, ne me laissant que des fringues très masculines. Jeans larges, maillots de sport, chemises à boutons. L'isolement devenait insupportable. J'avais un besoin urgent de parler à quelqu'un qui comprendrait. Je me suis souvenue de Charlotte, une fille sympa de mon cours de bio. On n'était pas très proches, mais elle avait toujours été gentille, et surtout, elle avait déjà évoqué une cousine transgenre. Peut-être qu'elle pourrait comprendre, elle. Un après-midi, alors que ma mère était occupée en visioconférence dans son bureau, j'ai filé discrètement dans le bureau de mon père pour utiliser son ordinateur. J'ai découvert Charlotte sur Instagram et je lui ai envoyé un message privé pour lui expliquer ma situation très brièvement. Je lui ai demandé si on pouvait se voir, peu importe la façon. Ensuite, j'ai pris soin d'effacer le message et de supprimer l'historique de mon navigateur. 2 jours plus tard, j'ai eu la surprise de voir Charlotte arriver chez moi. Elle a expliqué à ma mère qu'elle venait déposer des devoirs. Ma mère était méfiante, mais l'a quand même laissée entrer. Charlotte m'a tendu une pochette pleine de feuilles et a demandé si elle pouvait utiliser les toilettes. À son retour,
Elle m'a discrètement glissé un mot caché parmi les copies. Dès son départ, je me suis enfermée dans la salle de bain pour le lire. Charlotte me croyait. Elle écrivait que ses parents étaient prêts à m'aider si jamais j'avais besoin d'un endroit où aller. Elle avait ajouté son numéro en précisant que je pouvais la joindre à tout moment, du moment que j'appelais d'un téléphone sûr. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti un vrai souffle d'espoir. Je n'étais plus complètement seule. Il ne me restait plus qu'à trouver comment quitter la maison. L'occasion s'est présentée plus vite que prévu. La mère de mon père est tombée malade et mes parents ont dû partir la voir. Ils ont longuement hésité sur ce qu'ils allaient faire de moi. Manifestement, ils ne me faisaient pas confiance pour rester seule. Finalement, ils ont décidé de me confier à notre voisine, Madame Chen, une dame âgée qui me connaissait sous le prénom d'Andrew depuis des années. Madame Chen était gentille, mais elle se couchait tôt et ses médicaments la faisaient dormir profondément. Le premier soir, j'ai attendu qu'elle soit endormie, puis je me suis éclipsée. J'ai marché jusqu'à la station-service au bout de la rue et j'ai utilisé la cabine téléphonique pour joindre Charlotte. Son père est venu me chercher 20 minutes plus tard. Il ne m'a pas posé beaucoup de questions. Il m'a simplement ramenée chez eux où Charlotte m'attendait. Elle m'a prise dans ses bras aussitôt. C'était étrange, mais aussi réconfortant. Cela faisait des semaines que je n'avais pas reçu d'étreinte. Sa mère m'a préparé un chocolat chaud pendant que je racontais tout, dans les moindres détails. Ils ont été horrifiés par ce que je vivais. Le père de Charlotte, qui s'est révélé être assistant social, a expliqué que le comportement de mes parents relevait de la maltraitance émotionnelle. Il a ajouté que j'avais des options, dont celle de demander mon émancipation. Cette nuit-là, j'ai dormi chez Charlotte, en empruntant un de ses pyjamas. C'était étrange de porter une chemise de nuit, mais ça me semblait naturel, à ma place. J'ai mieux dormi que depuis longtemps. Le lendemain matin, la réalité m'a rattrapée. Mes parents allaient sûrement prendre des nouvelles auprès de Madame Chen et allaient s'apercevoir que j'avais disparu. Les parents de Charlotte se sont réunis avec moi pour réfléchir à la suite. Ils n'avaient pas le droit de me garder sans l'accord de mes parents, mais refusaient de me renvoyer chez moi. Le père de Charlotte a contacté une collègue spécialiste des jeunes LGBTQ+, qui lui a recommandé une association locale, Rainbow Bridge, capable d'offrir des ressources et du soutien. Ils étaient en lien avec des avocats qui pourraient m'aider. Avant que nous puissions prendre une décision, mon téléphone a sonné. C'était Madame Chen, paniquée, car mes parents l'avaient appelée et elle ne savait pas où j'étais. Je lui ai répondu que j'étais simplement sortie marcher tôt et que je rentrerais bientôt. Le père de Charlotte a accepté de m'accompagner pour que je récupère mes affaires et que je puisse m'expliquer avec Madame Chen. Quand nous sommes arrivés, une voiture de police était garée devant la maison. Mon cœur s'est serré. Malgré mon appel, Madame Chen avait signalé ma disparition à la police. Un agent prenait des notes pendant qu'elle parlait à toute vitesse, visiblement très inquiète. Le père de Charlotte a géré la situation de main de maître. Il s'est présenté comme assistant social et a exposé que j'avais cherché de l'aide à cause de maltraitance familiale. Le policier était d'abord sceptique, mais le père de Charlotte lui a montré ses justificatifs et a détaillé ce que j'avais subi, insistant sur les violences psychologiques et le fait que mes parents m'obligeaient à vivre dans un genre qui n'était pas le mien. Il a aussi mentionné l'association Rainbow Bridge, que l'agent connaissait. Après une longue discussion, incluant un appel à son supérieur et la consultation d'un référent jeunesse, le policier a accepté que je reparte provisoirement avec la famille de Charlotte, le temps que la situation soit étudiée. Il a recueilli les témoignages de Madame Chen et de moi, puis m'a aidé à préparer mes affaires. Madame Chen avait l'air perdue, inquiète, mais le policier a su la rassurer et lui expliquer qu'elle n'avait rien à se reprocher. Alors que nous repartions, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était ma mère. J'ai montré l'écran au père de Charlotte, qui m'a rassurée d'un signe de tête. J'ai décroché, tâchant de garder mon calme. Ma mère était furieuse. « Où es-tu? Pourquoi as-tu quitté la maison de Madame Chen ?» J'ai pris une grande inspiration et lui ai dit que j'étais en sécurité, que je ne rentrerais pas. Je suis entourée de personnes qui m'acceptent telle que je suis, en tant qu'Amélia. Il y a eu un silence glacé, puis elle a repris, d'une voix tranchante. « Tu fais une énorme erreur. Nous rentrons immédiatement. Cette petite rébellion s'arrête là. » J'ai raccroché, les mains tremblantes. Le père de Charlotte m'a prise par les épaules et m'a menée jusqu'à la voiture. « On va t'emmener dans un endroit sûr », m'a-t-il dit. Les jours suivants ont été un enchaînement de rendez-vous et de coups de fil. J'ai rencontré une conseillère de Rainbow Bridge, spécialisée dans l'accompagnement des jeunes trans. Elle m'a aidé à comprendre que ce que j'avais vécu s'apparentait à une forme de thérapie de conversion. Mes parents cherchaient à m'imposer une identité qui n'était pas la mienne. Elle m'a aussi mise en lien avec une avocate qui m'a expliqué mes droits et les démarches envisageables. Pendant ce temps, mes parents étaient rentrés et s'acharnaient à me retrouver. Ils ont signalé ma disparition à la police et accusé la famille de Charlotte de m'avoir enlevée. Ils ont contacté toutes leurs connaissances, affirmant que j'étais instable mentalement et que des militants radicaux m'avaient manipulée. La police est venue chez Charlotte pour enquêter sur l'accusation d'enlèvement. Heureusement, c'était le même agent qui m'avait aidé chez Madame Chen qui s'est chargé de l'affaire. Il a expliqué à ses collègues qu'en réalité, j'étais une mineure qui cherchait à fuir un environnement toxique, pas une victime d'enlèvement. Mais je ne pouvais pas rester chez Charlotte indéfiniment. Mes parents connaissaient son adresse et j'avais peur qu'ils tentent le tout pour le tout. La conseillère de Rainbow Bridge m'a alors proposé de m'installer temporairement dans leur foyer d'urgence, le temps de trouver une solution plus stable. Le foyer n'avait rien d'idéal. C'était une maison réaménagée, avec des lits superposés et des salles de bain communes, mais au moins j'y étais en sécurité. Il y avait d'autres ados, pour la plupart avec des histoires proches de la mienne.
Certains avaient été mis à la porte parce qu'ils étaient homosexuels ou transgenres, d'autres avaient fui la violence familiale. On avait des groupes de parole chaque jour et des rendez-vous réguliers avec nos référents. Ma référente, Jen, s'est chargée de monter une demande d'émancipation en urgence pour moi. Elle m'a prévenu que rien n'était joué d'avance, que les juges hésitaient toujours à séparer un enfant de sa famille, mais que vu mon cas, on avait peut-être une chance. Au minimum, cela nous laissait le temps de solidifier notre dossier. Une semaine après mon arrivée, mes parents m'ont retrouvée. J'étais assise à la table de la salle commune, en train de faire mes devoirs, quand j'ai entendu la voix de ma mère à l'accueil. La panique m'a saisie. Je me suis éclipsée par la porte de derrière et j'ai prévenu Jen, qui a accouru. Quand je suis revenue avec elle, mes parents étaient en pleine dispute avec la directrice du foyer. Ma mère pleurait en disant qu'ils voulaient simplement retrouver leur fils, tandis que mon père menaçait de porter plainte contre le foyer pour avoir hébergé une mineure. Jen a pris la parole, leur expliquant que j'étais désormais sous la protection de Rainbow Bridge et que ma demande d'émancipation avait été déposée. Elle leur a montré les papiers. Mon père est devenu cramoisi de colère. Ma mère, elle, avait l'air complètement abattue. « On pourrait au moins parler à notre enfant ?» a demandé mon père, en évitant soigneusement de prononcer mon prénom. Jen m'a interrogé du regard. J'ai fait signe que j'acceptais. Il fallait bien que j'affronte un jour cette discussion. Nous nous sommes retrouvés tous les 4 dans la salle de réunion. Ma mère n'arrivait pas à me regarder. Mon père s'est lancé, oscillant entre promesses et menaces. Il a assuré que tout changerait si je rentrais, qu'il me laisserait ne plus de liberté, qu'il chercherait un meilleur thérapeute. Je me suis contentée de secouer la tête. « C'est trop tard », leur ai-je dit. « Vous n'avez pas élevé une fille, vous avez élevé un remplaçant pour le fils que vous avez perdu. J'ai besoin de savoir qui je suis vraiment. » Ma mère a fini par murmurer, la voix brisée. « Pour moi, tu seras toujours Andrew. Je ne peux pas perdre mon fils une deuxième fois. » Ça m'a fait mal, mais au fond, je le savais déjà. Il ne s'agissait jamais vraiment de moi. La réunion s'est achevée sans issue. Mes parents sont partis, et je suis retournée à mon lit superposé, vidée mais paradoxalement plus forte. Je leur avais tenu tête. Le lendemain, j'ai reçu la notification officielle. L'audience pour l'émancipation aurait lieu dans 2 semaines. Jen m'a aidé à préparer le dossier, à rassembler des preuves, à répéter ce que je dirais au juge. Charlotte et ses parents ont accepté de témoigner en ma faveur. Même Madame Chen, pourtant déconcertée au départ mais soucieuse de mon bien-être, a rédigé une attestation dénonçant l'attitude contrôlante de mes parents. À l'approche de l'audience, mes parents ont tenté une autre approche, passant par leur avocat pour me proposer des compromis. Ils accepteraient que je voie un thérapeute de mon choix, que j'explore mon identité, à condition que je rentre à la maison. Derrière chaque promesse, il restait ce besoin de garder la main sur ma vie. J'ai tout refusé. J'en avais assez des concessions à sens unique. 2 jours avant l'audience, mon père s'est présenté au foyer, seul. Il avait l'air usé, vieilli. Jen est restée à côté de moi pendant qu'il s'asseyait en face. J'ai beaucoup réfléchi, a-t-il commencé, la voix tremblante. Et j'ai lu pas mal de choses sur l'identité de genre, sur ce qu'on t'a fait subir. Il s'est arrêté pour reprendre son souffle. Je me suis trompée, on s'est trompé. Je suis tellement désolée, Amelia. Entendre mon vrai prénom, prononcé sans hésiter, m'a bouleversée, mais je suis restée sur mes gardes. Et maman ? Ai-je demandé. Son visage s'est assombri. Elle n'est pas prête à l'accepter. Peut-être qu'elle ne le sera jamais. Mais je veux que tu saches que j'essaie de comprendre et que je veux réparer, autant que possible. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi voulait lui pardonner, retrouver un parent, mais l'autre se rappelait de 15 ans de mensonges et de manipulations. J'ai besoin de temps, ai-je fini par répondre. Et j'ai besoin d'être Amelia, pleinement. Pas seulement quand ça vous arrange ou quand maman n'est pas là. Il a acquiescé, comprenant. Je vais me faire accompagner, vraiment, pour essayer de comprendre ce qu'on a fait et pourquoi c'était mal. Il a avancé la main pour attraper la mienne, puis s'est ravisé. Quelle que soit ta décision sur l'émancipation, je te soutiendrai et je continuerai à parler à ta mère. Après son départ, je suis restée un moment avec Jen, à essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Était-ce sincère ou juste une nouvelle tentative de garder la main ? J'avais envie d'y croire, mais la confiance ne reviendrait pas du jour au lendemain. Le jour de l'audience est arrivé. J'avais mis des vêtements prêtés par Charlotte, un chemisier sobre, un jean, féminin, mais sans en faire trop. Je voulais me sentir moi-même, tout simplement. Mes 2 parents étaient là, accompagnés de leur avocat. Ma mère ne croisait toujours pas mon regard, mais mon père m'a adressé un signe d'encouragement discret. La famille de Charlotte était assise derrière moi, aux côtés de Jen et de l'avocate de Rainbow Bridge. La juge, une femme âgée au regard attentif, a écouté calmement les arguments des 2 camps. L'avocat de mes parents plaidait que j'étais bien trop jeune pour prendre une décision aussi lourde, que j'avais besoin d'un cadre parental. Notre avocate a apporté les preuves du mal-être et du tort psychologique que j'avais subi à force de devoir me cacher. Quand est venu mon tour, j'ai simplement raconté mon histoire, sans rien embellir, avec honnêteté. J'ai expliqué à la juge que je n'en voulais pas à mes parents, mais que je ne pouvais plus continuer à vivre dans le mensonge. J'avais besoin de prendre du recul pour apprendre à me connaître, après 15 années passées à jouer un rôle. La juge m'a posé des questions très concrètes sur mes projets d'études, mon futur logement, mes finances. La représentante de Rainbow Bridge a présenté leur programme d'hébergement temporaire pour les jeunes comme moi, où je pourrais rester jusqu'à la fin de ma scolarité au lycée. Après avoir entendu tous les avis, la juge a demandé une brève suspension pour réfléchir. Ces 20 minutes m'ont semblé interminables. Je suis restée dans le couloir avec Charlotte, trop tendue pour prononcer un mot. Quand nous sommes rentrés dans la salle, la juge a donné son verdict.
Elle m'accordait une émancipation partielle. J'obtenais le droit de décider pour tout ce qui concernait mon identité de genre, mes soins médicaux et mon lieu de vie, mais mes parents conservaient quelques prérogatives légales jusqu'à ma majorité. Ce n'était pas une victoire absolue, mais c'était déjà énorme. Je pouvais m'installer au foyer Rainbow Bridge, intégrer un nouveau lycée et lancer les démarches pour changer officiellement de prénom. Mes parents devaient continuer à pourvoir à mes besoins et à m'assurer, mais ils ne pouvaient plus m'imposer de vivre comme Andrew. À la sortie du tribunal, mon père s'est approché. « Tout ce que je t'ai dit, je le pensais vraiment », m'a-t-il glissé. « Je veux faire partie de ta vie, Amelia, quand tu te sentiras prête. » J'ai simplement hoché la tête, incapable de trouver mes mots. Le chemin du pardon serait long, mais peut-être qu'un jour, ma mère, elle, est passée devant moi sans un regard, le visage fermé, rongé par la tristesse. J'ai compris qu'elle avait l'impression de perdre son fils une deuxième fois. J'espérais qu'un jour, elle verrait qu'elle n'avait rien perdu, qu'elle avait gagné une fille qui avait toujours été là. Ce soir-là, dans ma chambre toute neuve au foyer Rainbow Bridge, j'ai écrit la plus longue page de mon journal. Pour la première fois, je l'ai signé de mon vrai prénom, Amelia. C'était tellement naturel, comme un retour à la maison. Les semaines qui ont suivi ont été éprouvantes, mais d'une autre façon. Je n'avais plus à me battre pour exister aux yeux des autres. Je devais à présent apprendre à m'écouter, à savoir qui j'étais vraiment. Qu'est-ce qu'Amelia aimait? Dans quels vêtements se sentait-elle à l'aise? Quel prénom voulait-elle porter au quotidien? Autant de questions que je ne m'étais jamais autorisée à me poser. J'ai intégré un nouveau lycée, où personne ne me connaissait sous le nom d'Andrew. Dès le premier jour, je me suis présentée comme Amelia. Certains élèves étaient intrigués par mon histoire, mais la plupart m'ont simplement acceptée comme la nouvelle. Quel soulagement de pouvoir tout recommencer, sans avoir à porter le poids de mon passé. Charlotte venait souvent me voir, m'accompagnait faire les boutiques et me donnait des conseils de coiffure et de maquillage. Je ne voulais pas tomber dans l'excès de féminité, ce n'était pas moi non plus, mais j'aimais pouvoir tester des styles, sans être jugée. J'ai coupé mes cheveux au carré, ce qui me mettait en valeur, et j'ai commencé à porter des vêtements qui me correspondaient, pas ceux que d'autres avaient choisis pour moi. Mon père a tenu sa promesse. Il a consulté un thérapeute spécialisé dans les questions LGBTQ+, et rejoint un groupe de soutien pour parents d'enfants trans. Il m'appelait chaque semaine, veillant à employer mon prénom et les bons pronoms. Nos échanges étaient un peu maladroits au début, puis ils sont devenus plus faciles. Ma mère restait distante. Elle envoyait la pension comme l'exigeait la justice, accompagnée à chaque fois de petits mots adressés à Andrew. Je les lui retournais sans même les ouvrir. Ça me faisait mal, mais je savais qu'elle faisait le deuil de quelqu'un qui n'avait jamais vraiment existé. Un jour, environ 2 mois après l'audience, j'ai reçu un colis envoyé par mon père. À l'intérieur, un album photo que je ne connaissais pas. Il était rempli de photos de moi toute petite, avant qu'on ne commence à m'appeler Andrew. On me voyait en grenouillère rose, avec de petites boucles d'oreilles et un bandeau à nœuds. Il y avait aussi des photos de ma mère me berçant, l'air épuisé mais heureuse. Avec l'album, une lettre de mon père. Tout cela t'a toujours appartenu. Je suis désolée d'avoir voulu effacer cette partie de ton histoire. J'ai pleuré en feuilletant les pages. C'était la preuve qu'Amelia avait toujours existé, qu'elle n'avait jamais disparu, qu'il suffisait de la retrouver. Cet album est vite devenu mon trésor le plus précieux, le lien entre mon passé et mon avenir, la preuve que je ne repartais pas de zéro, mais que je retrouvais ce qui m'avait toujours appartenu. Il m'a servi d'encre pendant ces premiers mois d'indépendance. À chaque doute, à chaque moment de solitude, j'ouvrais l'album et je me rappelais. Amelia avait toujours été là. Je n'étais pas en train de devenir quelqu'un d'autre. Je redevenais simplement celle que j'aurais toujours dû être. Finalement, vivre au foyer Rainbow Bridge s'est révélé plutôt agréable. Je partageais un petit appartement avec 2 autres ados, Lisa et Harper. Lisa avait été mise à la porte par ses parents après son coming-out lesbien, et Harper, non-binaire, avait fui un environnement ultra-religieux. On avait chacune notre chambre, mais on partageait cuisine et salon, comme une petite famille improvisée. Jen, ma référente, passait chaque semaine pour s'assurer que tout se passait bien à l'école, sur le plan moral et dans la vie quotidienne. Elle m'a épaulée pour toutes les démarches administratives du changement de prénom, qui se sont avérées bien plus corsées que prévu. Autant de paperasse, de frais et de passage au tribunal. Mais, après 3 longs mois, je suis enfin devenue officiellement Amelia Grace Wilson. J'ai encadré le jugement et l'ai accroché au mur de ma chambre. L'école se passait étonnamment bien. Je me suis fait de nouveaux amis qui ne connaissaient que la version d'Amelia. Je me suis inscrite au club d'art plastique et j'ai découvert un vrai talent pour la peinture. Mes résultats scolaires ont aussi grimpé, sans doute parce que je n'avais plus à dépenser toute mon énergie à faire semblant. Mon père appelait régulièrement. Nos discussions étaient de moins en moins maladroites. Il m'a confié qu'il lisait des livres sur les parcours transgenres et participait à un groupe de parents. Il semblait vraiment vouloir comprendre. Il m'a même demandé s'il pouvait venir me voir un jour, mais je n'étais pas encore prête. Doucement, sans précipiter les choses. Ma mère, c'était autre chose. Elle refusait toujours de m'appeler Amelia ou de reconnaître ce que j'avais traversé. Les virements de pension étaient ponctuels, mais c'était là notre seul lien. J'essayais de ne pas trop y penser, mais certaines nuits, je fondais en larmes en m'endormant en pensant à elle. Charlotte me répétait qu'il fallait laisser du temps au temps, que certains parents mettaient plus longtemps à accepter. Je n'étais pas sûre que ma mère y arriverait un jour. Environ 6 mois après mon arrivée au foyer Rainbow Bridge, j'ai eu une visite à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Je faisais mes devoirs dans la salle commune quand la réception m'a appelée. Quelqu'un voulait me voir. J'ai cru que ce serait Charlotte, ou peut-être mon père débarquant sans prévenir. Mais non, c'était Madame Chen qui m'attendait dans le hall. Elle n'avait pas changé. Toujours aussi frêle,
ses cheveux argentés impeccablement relevés en chignon, des chaussures plates bien pratiques. Quand elle m'a vue, elle m'a adressé un sourire un peu hésitant. « Amelia », m'a-t-elle saluée, en prenant soin de bien prononcer mon prénom. « Tu as bonne mine. » J'étais tellement surprise de l'entendre employer mon vrai prénom que je suis restée un instant sans bouger. Pendant des années, Madame Chen m'avait connue comme Andrew. Elle avait été ma nourrice quand j'étais petite. J'ai finalement réussi à la remercier et à l'inviter à s'installer dans l'espace visiteur. « J'ai quelque chose pour toi », a-t-elle dit en sortant un petit sachet en papier de son sac à main. À l'intérieur, il y avait un pendentif en jade, monté sur une chaîne en argent. Dans la culture chinoise, le jade protège celui qui le porte. Il porte bonheur. J'ai serré le collier dans ma main, profondément touchée par son attention. « Merci, mais pourquoi ? Je connais ta mère depuis longtemps, m'a répondu Madame Chen. C'est une femme très fière, très têtue, mais elle souffre. Elle a tapoté doucement ma main. Je lui ai dit que perdre un fils, c'est une tristesse, mais avoir une fille, c'est une vraie chance. Ma gorge s'est nouée. Vous avez parlé de moi à ma mère ? Madame Chen a hoché la tête. Souvent. Elle écoute, même si elle fait semblant de rien. Elle s'est levée et a lissé son pantalon d'un geste. Je voulais juste que tu le saches et te voir heureuse. Après son départ, je suis restée là, le pendentif en jade dans la main, à essayer de mettre de l'ordre dans tout ce qu'elle venait de me dire. Est-ce que ma mère écoutait vraiment Madame Chen ? Est-ce que j'avais une chance qu'elle m'accepte un jour ? Je ne voulais pas trop espérer, mais malgré moi, je sentais poindre un peu d'espoir. J'ai passé le collier autour de mon cou et je l'ai glissé sous mon t-shirt, tout contre mon cœur. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un message de mon père qui voulait qu'on se voie pour un café. J'ai accepté et proposé un petit café près de mon lycée. Je suis arrivée en avance et me suis installée à une table dans un coin, les mains crispées sur ma tasse. Quand mon père est entré, j'ai failli ne pas le reconnaître. Il avait maigri, portait une barbe, il paraissait plus âgé, mais aussi plus léger, comme soulagé d'un poids. Il a commandé un café et s'est assis en face de moi. On s'est regardé sans trop savoir quoi dire, un peu maladroit. Puis il a sorti un petit sac cadeau et l'a fait glisser sur la table. « Joyeux anniversaire », m'a-t-il dit. « Je sais que c'est la semaine prochaine, mais je voulais te l'offrir en personne. » J'avais presque oublié que mon anniversaire approchait. J'ai ouvert le sac et découvert une petite boîte à bijoux. À l'intérieur, un collier très sobre, une lettre A en argent suspendue à une chaîne fine. Je l'ai mis aussitôt, à côté du pendentif en jade offert par Madame Chen. « Merci », j'ai soufflé, vraiment touchée. « Il est parfait. » Mon père a esquissé un sourire, visiblement rassuré. Je n'étais pas sûre. « Tu sais, j'essaie encore de comprendre ce que tu aimes. J'apprends moi aussi à me découvrir, ai-je avoué. On a discuté près de 2 heures. Il m'a parlé de ses séances de thérapie, de la façon dont il tentait de dépasser sa culpabilité après tout ce qui s'était passé. Je lui ai parlé du lycée, de mes nouveaux amis, de la peinture. C'était étrangement simple, comme une conversation normale entre un père et sa fille qui se retrouvent. Avant de partir, il m'a confié que ma mère avait commencé à voir une psychologue spécialisée dans le deuil. Pour l'instant, elle n'est pas prête à parler de toi, m'a-t-il dit prudemment, mais elle essaie de faire le point. J'ai hoché la tête, sans vouloir trop me bercer d'illusions. C'est déjà ça, ai-je répondu. Elle garde cet album photo sur sa table de nuit, a-t-il ajouté. Celui avec tes photos de bébé. Je l'ai surprise plusieurs fois à le feuilleter. Je n'ai pas su quoi dire à ça. Je l'ai juste serré dans mes bras pour lui dire au revoir. Une étreinte un peu gauche, mais qui ressemblait tout de même à un pas en avant. Les mois suivants ont pris le rythme d'une routine rassurante. Le lycée, la thérapie, les sorties avec Charlotte et mes nouveaux amis. Mon père et moi, on se voyait tous les 15 jours autour d'un café. Je commençais à me sentir comme une adolescente à peu près ordinaire, quoi que ça veuille dire. Puis, un jour d'avril, environ 1 an après mon départ de la maison, j'ai reçu une lettre par la poste. L'écriture sur l'enveloppe ne laissait aucun doute. C'était celle de ma mère. Je l'ai longuement regardée avant de l'ouvrir. À l'intérieur, une carte d'anniversaire, banale, avec des fleurs sur le devant. Mon anniversaire était passé depuis un moment, mais peu importait. L'essentiel, c'était le nom écrit sur l'enveloppe. Amelia. Le mot glissé à l'intérieur était court. J'essaie de comprendre. C'est difficile, maman. Pas de déclaration d'amour ou d'acceptation, pas d'excuses. Juste 7 mots. Mais c'était les premiers qu'elle adressait directement à Amelia et non à Andrew. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était déjà une avancée. J'ai montré la carte à ma psychologue lors de notre prochain rendez-vous. Le docteur Patel m'aidait depuis des mois à démêler mes sentiments compliqués envers mes parents. Elle m'a rappelé que la guérison n'était jamais un long fleuve tranquille et que ce petit geste de ma mère, c'était un vrai progrès. Et maintenant, qu'as-tu envie de faire ? M'a-t-elle demandé. J'y ai réfléchi un instant. Je crois que j'ai envie de répondre, ai-je fini par dire. Juste quelques mots, pour lui dire que j'ai bien reçu sa carte. Alors je me suis lancée. J'ai acheté une carte de remerciement toute simple et j'ai écrit « Merci d'essayer, ça compte beaucoup. Amelia ». Je ne m'attendais pas à une réponse, et je n'en ai pas eu. Mais 1 mois plus tard, mon père m'a dit que ma mère avait accroché ma carte sur le réfrigérateur. Encore un petit pas en avant. L'été est arrivé, marquant le premier anniversaire de mon indépendance. Au Rainbow Bridge, on avait pour coutume de célébrer ces moments importants. Mes colocataires ont décoré l'appartement avec des guirlandes et des ballons. Jen a ramené des cupcakes. Charlotte et ses parents étaient là aussi. Mon père est passé avec un cadeau, un coffret de peinture professionnelle qui avait dû lui coûter une fortune. En voyant toutes ces personnes autour de moi, qui m'acceptaient telle que j'étais, j'ai été submergée par la reconnaissance.
Il y a 1 an, j'avais l'impression de vivre une vie qui n'était pas la mienne, enfermée dans un quotidien où je ne me reconnaissais pas. Aujourd'hui, je suis entourée de gens qui voient vraiment qui je suis. La seule ombre au tableau, c'est l'absence de ma mère. J'essaie de ne pas trop y penser, mais il m'arrive souvent de me demander si elle fera un jour partie de ma vie à nouveau. Et puis, pendant qu'on coupait le gâteau, quelqu'un a frappé à la porte. Harper est allée ouvrir, puis est revenue avec un air intrigué. « Amelia, il y a quelqu'un pour toi. » Je me suis approchée, et là, dans le couloir, se tenait ma mère, un peu gauche, un petit sac cadeau à la main. Elle avait l'air plus mince que dans mes souvenirs, et de nouvelles rides marquaient à son visage. « Bonjour » a-t-elle soufflé. « Ton père m'a parlé de la fête. J'espère que ça ne te dérange pas que je sois venue. » J'étais tellement surprise que les mots me manquaient. Je me suis contentée d'acquiescer et de m'effacer pour la laisser entrer. À son arrivée, la pièce s'est figée. Mon père aussi avait l'air pris de court. Ma mère m'a tendu le sac. « Ce n'est pas grand-chose » a-t-elle murmuré. « Juste quelque chose que je me suis dit que tu aimerais. » À l'intérieur, il y avait un cadre argenté avec une photo que je ne connaissais pas. J'étais bébé, 6 mois tout au plus, dans une petite robe rose à volant, installée sur les genoux de ma mère. On riait toutes les deux, visiblement complices. Au dos du cadre, elle avait noté « Amelia, 6 mois ». J'ai levé les yeux vers elle, les larmes au bord des paupières. « Merci », ai-je soufflé. Elle a acquiescé, les yeux brillants. « Je suis désolée d'avoir mis autant de temps », a-t-elle dit dans un souffle, la voix brisée sur la fin. Je ne savais pas comment réagir. Une part de moi avait envie de la prendre dans mes bras. Une autre était encore blessée et en colère. Finalement, je lui ai seulement proposé un morceau de gâteau. Elle est restée environ 1 heure. L'ambiance était un peu tendue, maladroite, mais elle a vraiment essayé. Elle a utilisé mon vrai prénom. Elle m'a posé des questions sur l'école, sur la peinture, a glissé un compliment sur mes cheveux, des petites attentions qui comptaient. Avant de partir, elle m'a prise à part. « Je ne vais pas faire semblant. Ce n'est pas facile pour moi », a-t-elle confié. « J'essaie encore de tout comprendre, mais tu me manques, et j'ai envie de tenter quelque chose. C'est tout ce que je te demande », lui ai-je répondu. « Essaie, simplement. » Elle a hoché la tête. « Peut-être qu'on pourrait déjeuner ensemble un de ces jours, juste pour discuter ?»« Avec plaisir, » ai-je dit, et je le pensais vraiment. Après son départ, mon père m'a serré dans ses bras. « Elle se prépare à ce moment-là depuis des mois », a-t-il dit doucement. « Je suis fière de vous deux. » Le déjeuner avec ma mère a eu lieu la semaine suivante. On s'est retrouvés dans un café neutre où ni elle ni moi n'étions jamais allés. Au début, la conversation était un peu forcée. On s'est cantonné à des sujets sans risque. La météo, mes cours, son jardin. Puis, petit à petit, on a abordé des sujets plus profonds. « Je vois quelqu'un », m'a-t-elle avoué. Une thérapeute spécialisée dans le deuil. Elle m'aide à comprendre que je reportais mon chagrin pour le bébé sur toi. Ce n'était pas juste. Non, ce ne l'était pas, ai-je admis. Mais je comprends pourquoi tu as réagi comme ça. Elle a posé brièvement sa main sur la mienne. Je ne peux pas te promettre d'y arriver parfaitement, mais je veux vraiment apprendre à connaître ma fille. Ce n'était pas la fin heureuse d'un film. Ma mère se trompait parfois et m'appelait Andrew. Elle restait un peu mal à l'aise quand je portais des vêtements trop féminins. Il y avait encore des silences gênants et des conversations difficiles, mais on faisait des efforts, et c'était déjà beaucoup plus que ce que j'aurais imaginé 1 an plus tôt. À la rentrée, pour ma dernière année de lycée, une nouvelle routine s'est installée. Je vivais toujours à Rainbow Bridge Housing, mais je dînais avec mes parents 1 fois par semaine. Avec mon père, on reconstruisait notre relation. Avec ma mère, on en bâtissait une nouvelle. Je n'ai aucune idée de ce que l'avenir me réserve. L'université approche à grands pas, et j'envisage de faire des études en art-thérapie. J'aimerais aider d'autres jeunes qui, comme moi, ont eu du mal à trouver leur place. J'ai toujours cet album photo que mon père m'a offert, et désormais il est posé à côté du cadre avec la photo bébé que ma mère m'a donnée. À eux deux, ils racontent l'histoire d'Amelia, une fille qui s'est perdue un moment, mais qui a fini par retrouver le chemin de la maison.